Allô, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. D'accord. Et attends, je calme un peu mieux la caméra. Ok, super. Voilà. Donc, la session précédente, on a vu comment créer notre business manager. On a vu comment paramétrer notre page à Facebook. Et d'ailleurs, il y a eu un petit bug hier avec toutes les plateformes Facebook, c'est-à-dire Facebook, WhatsApp, Instagram. Bon, en même temps, il faut noter que c'est le risque avec tout ce qui est digital, hein. Bon, voilà, donc il faut s'y habituer. Donc, pour aujourd'hui, si on va faire un petit récapitulatif, on a vu en ce qui concerne les, comment on appelle ça, le business manager, on a vu déjà son paramétrage, on a vu comment lier une carte, mais tout ça c'est dans le but de faire nos publicités, c'est dans le but d'être efficace dans nos publicités. Et comme cela, je disais que il est strictement interdit de faire le boost directement de sa page Facebook. Parce que ce serait perdre de l'argent, c'est pas une méthode efficace de faire de la publicité parce que là, c'est pas poussé. Voilà. Et si là-bas c'est pas poussé, ça veut dire que dans le business manager, c'est plus poussé. Et on a vu la méthode de campagne, la stratégie de campagne. On a dit qu'une campagne se fait en 3 étapes. D'abord, la campagne elle-même, l'étape à laquelle on donne l'objectif de la campagne, qu'est-ce qu'on veut, qui on veut toucher, la cible, non pas qui on veut toucher, c'est l'objectif de la campagne. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend en retour de cette campagne-là? Est-ce qu'on veut amener des gens vers notre site web, c'est-à-dire faire du trafic vers notre site web? Est-ce qu'on veut faire de la conversion, c'est-à-dire quand quelqu'un se connecte, non seulement on amène cette personne vers notre site web, on veut que cette personne pose un acte spécifique sur notre site web, soit peut-être télécharger un PDF, soit peut-être faire un achat, soit peut-être s'inscrire pour un programme, une formation. Donc ça, c'est de la conversion. Donc, qu'est-ce qu'on veut de notre campagne? On veut faire de la conversion ou tout simplement, on veut que les gens nous connaissent plus, de la notoriété. On veut que notre publicité touche le plus de monde, on appelle ça de la couverture. Il y a on veut générer des prospects. Il y a la campagne de génération de prospects. Donc, on a vu jusqu'à presque 12 types d'objectifs qu'on peut attribuer à notre campagne. D'accord? Et quoi d'autre? Au second niveau, on a le groupe de publicité. Voilà. Et c'est dans le groupe de publicité qu'on va cibler, qui doit voir notre publicité, qui ne doit pas voir notre publicité. Et comme cela, je disais que si on veut comparer le fait de faire de la pub à aller à la pêche, donc la campagne sera notre objectif général. Je vais à la pêche, je vais attraper un poisson. Et l'outil que j'ai, c'est une canne à pêche. D'accord? Donc, la campagne représente, ou plutôt la canne à pêche représente notre campagne. Ensuite, le groupe de publicité sera représenté par l'hameçon. Voilà. Le type d'hameçon que je vais prendre pour attraper peut-être une carpe n'est pas le même type d'hameçon que je vais prendre pour attraper une silure ou bien un plus gros poisson. Donc,
c'est dans le groupe, c'est dans le groupe de publicité qu'on définit notre cible. Donc, est-ce que je veux attraper des petits poissons ou bien je veux attraper de gros poissons? La technique de pêche à utiliser va dépendre de ma cible. Donc, c'est ici que je vais définir mes cibles. Voilà. Et en troisième étape, on a la publicité en elle-même qui est représentée, si on parle de pêche, par l'appât. Voilà, comme on appelle ça, le petit ver de terre qu'on met au bout de la hameçon pour attirer le poisson. L'appât. Voilà. Comme ça, je disais que ce ne sont pas tous les poissons qui sont attirés par les vers. Il y a d'autres poissons qui sont attirés par les vers. Il y a des poissons qui sont attirés par d'autres poissons, par des crevettes, par des trucs. Voilà. Donc, c'est ici qu'on va vraiment attirer cette cible-là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va le retrouver à partir du second niveau d'une campagne qui est le groupe de publicité, là où on crée notre cible. Voilà. Et par rapport à notre cible maintenant, on va définir l'appât qu'il faut pour attirer cette cible. Donc, un élément important, très, très important dans la définition de notre cible, c'est ce qu'on appelle le buyer persona. Le buyer persona. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, on va lire la définition. Le buyer persona est la représentation semi-fonctionnelle de votre client idéal basée sur des informations biographiques et démographiques, des critères psychologiques, des motivations ou encore des objectifs. Il jouera un rôle déterminant dans votre stratégie inbound marketing car il est celui pour qui vous créez du contenu. Voilà. Donc, j'ai une page, j'ai un service, je vends un produit. J'avais dit que Facebook n'aime pas quand tu crées une page et puis tous les jours, tu es en train de mettre je vends ci, je vends ça, achetez ci, achetez ça. Toi, toutes tes publications, c'est acheter, 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 acheter. Je vends, je vends, je vends, je vends. Facebook n'aime pas ça. L'algorithme de Facebook déteste cela. Parce que on a créé Facebook pour que les gens puissent se divertir, puissent apprendre des choses, voilà. Pas forcément pour vendre, bien que on utilise Facebook pour vendre. Donc, ces personnes-là, il faut les attirer à connaître notre produit, à connaître nos services par le type de contenu qu'on met sur notre page. Voilà. Donc, ce type de contenu-là va dépendre des personnes qui vont visiter notre page. Et pour connaître ces personnes-là qui peuvent visiter notre page, c'est ce qu'on appelle le buying persona. Ça veut dire quoi? Notre client idéal. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Quelle est sa manière de penser? Quelle est sa manière de voir les choses? Qu'est-ce qu'il aimerait lire? Quelles sont ses habitudes? Donc, ce sont toutes ces choses qu'on va essayer de trouver dans le buying persona. Et une fois on a trouvé ça, on pourra maintenant créer des contenus qui vont avec notre buyer persona. Voilà, buyer c'est en anglais, buyer, acheteur, persona, voilà, buyer persona. OK. Alors, voilà la slide. Donc, une définition encore plus poussée. Donc, ce sont des représentations fictives des acheteurs types de vos produits ou de vos services. Il s'agit tout simplement de vos clients cibles. Mais attention, on verra tout à l'heure que
Ben, ok, je laisse ça, on continue. La création des buyer persona est une étape clé de la stratégie marketing, pourtant encore bien trop souvent négligée par les entreprises. Donc, ils sont en train de dire que non seulement la stratégie marketing est négligée par les entreprises, la preuve, la majorité d'entre vous, vous avez des pages sur Facebook pour vos produits, mais vous n'avez jamais, comment on appelle ça, vous n'avez jamais pensé à faire une stratégie marketing, vous n'avez jamais pensé à faire à définir votre buyer persona, alors que c'est une étape clé. OK? Et maintenant, pour arriver à connaître nos buyer persona ou nos personas marketing, il faut faire une étude du marché, il faut faire un sondage, une analyse fine du profil de vos abonnés, voilà, ceux qui like vos pages, il faut faire une analyse de ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, ou encore faire des enquêtes, voilà, un sondage, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments recueillis qui vont nous permettre maintenant de définir les caractéristiques à chaque consommateur de notre marque et ainsi aider à générer nos personas. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont déjà liké nos pages. Il y a des gens qui ont déjà acheté nos produits ou bien qui ont déjà manifesté l'intérêt pour nos produits, pour nos services. Voilà, donc c'est toutes ces personnes-là, on va les étudier. On va savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur habitude quand ils viennent sur Facebook. Est-ce qu'ils visitent des pages, est-ce qu'ils aiment la musique, est-ce qu'ils aiment rire, voilà, et quel est leur type, quelle est leur profession. On peut même aller jusqu'à comment se déplacent-ils. Est-ce que la majorité d'eux, ils ont des voitures? Est-ce que la majorité d'eux, ils empruntent les transports en commun? Différents types de questions qu'on peut se poser dans le but de savoir quelles sont ces personnes clés, quelles sont ces personnes idéales pour notre business, pour notre affaire. Voilà. Le buyer persona est dans toutes les étapes de notre stratégie inbound. Voilà. Qu'est-ce qu'une stratégie inbound? On va y revenir après. Mais c'est quoi? Attirer une personne vers votre site. Convertir cette personne en lead. Conclure votre lead en client. Fidéliser votre client pour en faire un ambassadeur. Oups. Donc, on a 4 niveaux. Donc, quand on dit site, ça peut être votre site web de vente en ligne ou même votre page Facebook. Donc, je vends des assiettes sur ma page Facebook. Je vends des assiettes, de belles assiettes en porcelaine que j'importe de la Chine sur ma page Facebook. Ok, donc ça, c'est ce que je fais. Ça, c'est mon business. Maintenant, une stratégie inbound va demander à ce que comment j'attire ces personnes-là sur ma page. Comment je les intéresse. Donc, je vais amener des personnes sur ma page pour qu'ils voient ce que je fais. OK? Pour qu'ils voient mes produits, mes services. Après que cette personne soit venue sur ma page, je veux que, donc là, on l'appelle un visiteur. C'est un visiteur. C'est comme si tu as une boutique physique. Quelqu'un passe devant ta boutique, il a vu quelque chose, il dit, ah, tiens, c'est intéressant. Il ouvre la porte, il rentre dans ta boutique. D'accord? Ça, c'est quelqu'un qui ne te connaissait pas. Donc, c'est un visiteur. Il rentre dans ta boutique.
Donc ici, notre boutique, c'est notre page Facebook. OK? Donc, dès qu'ils rentrent dans ma boutique, je ne veux pas qu'ils en ressortent sans avoir payé quelque chose. Donc, je veux qu'ils passent de visiteur en prospect. D'accord? Donc, quand il va rentrer dans ma boutique, je vais commencer à lui montrer mes articles. Ah, tiens, voilà, ça fait ça, on est comme ça, et voici les avantages. Quand tu as ça, ça peut te faire ci, ça peut te faire ça. Et j'essaie de le manager pour qu'il puisse acheter. Il peut acheter comme il peut ne pas acheter. Mais à partir du moment qu'il connaît mon produit et qu'il commence à manifester l'intérêt dans la chose, il devient un lead ou un prospect. Voilà, c'est pas compliqué. C'est juste que lead, c'est en anglais, mais c'est la même chose qu'un prospect. Voilà. Donc, c'est un prospect, il connaît déjà ce que je fais. Donc, même s'il n'achète pas et qu'il en ressort, il sait que à telle partie de la ville, il y a une boutique qui vend ci, qui vend ça, qui vend ci, qui vend ça. Et le jour qu'il en aura besoin, il sait où aller. Donc, c'est le même concept avec notre page Facebook. Il a visité notre page, sorry. Il a visité notre page Facebook, il a vu nos articles, il a vu nos services, il a vu les promotions qu'on fait, il est attiré, il a liké nos pages, il a liké notre page, il a liké une publication et il a même mis en commentaire très intéressant, je suis intéressé, comment faire pour acheter. Donc dès là, il devient un prospect, il devient un lead. Donc, à partir du moment qu'il devient un lead, je ne veux pas le laisser là, je vais maintenant le pousser, l'inciter à l'achat. Voilà. L'inciter à l'achat. Donc, je vais encore utiliser des techniques pour l'inciter à l'achat. Bon, si tu achètes tout de suite, je te fais une réduction de 5% ou bien, si tu achètes tout de suite, je t'offre, comment on appelle ça, un suivi gratuit sur 1 mois, 2 mois, en tout cas quelque chose pour qu'il morde à la maison et qu'il devienne un client. Maintenant, pour plusieurs business, ils vont s'arrêter à l'étape numéro 3 où la personne est devenue client. Oh, ok, j'ai eu mon argent. Ciao, on se revoit plus. Tu as acheté mon produit, je suis satisfait. Bye bye. Mais ça ne s'arrête pas là. D'accord? On veut fidéliser. On veut fidéliser. Parce que cette personne qui a acheté quelque chose chez toi ou qui a payé un service chez toi, il est susceptible de revenir chez toi pour acheter encore. D'accord? Donc, je ne veux pas le laisser partir comme ça. OK? Je veux le fidéliser. Il a acheté des assiettes chez moi, des assiettes en porcelaine chez moi. Il peut casser ces assiettes et revenir un jour encore en acheter chez moi. Je ne veux pas qu'il aille ailleurs acheter encore des assiettes. Je veux que chaque fois qu'il veut des assiettes ou bien chaque fois que quelqu'un lui demande, ah, tu connais pas un coin où on peut acheter assiettes? Qu'il dirige cette personne vers moi. Donc, je vais fidéliser ce client-là. Voilà, c'est une étape très, 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 très importante. Pourquoi? Parce que pour que un client, quelqu'un qui a déjà acheté chez vous, quelqu'un qui a déjà été, qui a déjà goûté à vos services, il est plus facile et il est moins cher. Il est plus moins cher qu'il revienne vers vous que une nouvelle personne qu'on va essayer d'attirer, qu'on va essayer de convertir, qu'on va essayer d'en faire un prospect jusqu'à devenir un client. Voilà. Donc tout ça, on va voir ça dans notre stratégie
de publicité. Donc, vous allez voir que au niveau du groupe de publicité, n'oubliez pas, on a campagne, groupe de publicité et les publicités. Donc, généralement, dans le groupe de publicité, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de cibler seulement de nouvelles personnes. On fait l'erreur de cibler de nouvelles personnes, envoyer de nouvelles personnes dans notre business, sur notre page. Alors que dans le groupe de publicité, on a vu qu'on peut avoir plusieurs groupes de publicité. Donc, dans un groupe de publicité, je vais cibler ceux qui me connaissent déjà. Est-ce que vous voyez? Je vais cibler ceux qui me connaissent déjà dans un groupe de publicité. OK? C'est-à-dire ceux qui ont déjà visité ma page, ceux qui ont déjà vu ma publicité, ceux qui ont déjà commenté sur ma page, ceux qui ont visité mon site web, mais qui n'ont fait aucun achat ou même qui ont déjà fait des achats, je vais les cibler. Donc, disons, quand j'ai un budget, je dis n'importe quoi, de 15 000 francs pour ma publicité, dans 15 000, il faut que je garde au moins 5 000. Je dirige 5 000 vers ceux qui me connaissent déjà. On appelle ça du retargeting, du reciblage. OK? Du reciblage. Donc, 5 000 sur ceux qui me connaissent déjà et peut-être leur offrir une réduction dans la publicité. Donc, ça, c'est ceux qui me connaissent seulement qui vont voir ces publicités-là. Et dans un autre groupe de publicité, je peux cibler d'autres types de personnes qui ne me connaissent pas. Voilà. Donc, je peux avoir jusqu'à 3 groupes de publicité. Un groupe pour ceux qui me connaissent, qui ont visité ma page, qui ont commenté sur ma page, qui ont liké, en tout cas, qui ont déjà posé un acte sur ma page, ou bien sur mon site web, dans un groupe de publicité. Un autre groupe de publicité, maintenant, je vais utiliser le buying persona pour pouvoir faire d'autres groupes de publicité et des publicités qui vont avec. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand on fidélise un client, il revient facilement. Il devient l'ambassadeur de notre marque, c'est-à-dire il fait de la publicité pour toi gratuitement. Gratuitement. Parce que celui qui a acheté une assiette dans ma boutique et qui allait voir, souvent, les femmes aiment ça, quand tu es allé chez ta copine, ah, ton assiette là est jolie, hein, tu as acheté ça où? Et puis, paf, elle dit le nom. C'est de la publicité gratuite sur laquelle toi, tu n'as pas dépensé. Tu vois? Donc, on veut avoir beaucoup de personnes sur lesquelles on ne dépense pas. Notre objectif ici, c'est de se faire de l'argent et on ne va pas finir tout notre argent dans la publicité. D'accord? Voilà. Donc, c'est une étape très, 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 très importante. Fidéliser un client. On oublie très, très souvent de fidéliser nos clients. Voilà. Il faut donner de l'intérêt aux clients de revenir chez toi. Et généralement, c'est en offrant des réductions, des petits services ajoutés, à valeur ajoutée. Voilà. Des choses comme ça. OK, donc on continue. Donc, on explique, il ne s'agit pas seulement d'attirer une personne vers votre site, mais de capter la personne qui correspond à votre offre, celle qui sera intéressée par vos produits ou services et qui sera la plus à même de devenir votre client. Cette personne n'est autre que votre buyer persona. Donc, n'oubliez pas ici, dans la publicité Facebook, on veut optimiser. Vous voyez, on veut optimiser. On veut être efficace. Donc, il faut que notre pub aille toucher directement ceux qui sont le plus susceptibles d'acheter. On veut pas jeter de l'argent en l'air. On veut aller vers ceux qui sont susceptibles d'acheter et leur dire, venez, voilà, je fais ci, je fais ci.
venez acheter chez moi. Donc, c'est pour cela que le buyer persona est très, très important. C'est pour ça que le buyer persona, il faut le connaître. OK. Prochain slide. OK. Donc, le buyer persona nous aide à identifier où votre client passe son temps sur Internet. Si vous avez si vous savez sur quels réseaux sociaux votre persona passe son temps, vous pourrez concentrer vos efforts marketing sur la base de ces informations clés et ainsi cibler directement vos clients idéaux. En effet, rien ne sert d'investir dans un canal de communication sur lequel vos prospects n'ont pas l'habitude de se rendre. Vous éviterez ainsi des dépenses inutiles et pourrez consacrer votre attention sur les réseaux les plus visités. OK, donc c'est ce que j'ai déjà eu à l'expliquer plusieurs fois, d'accord? Donc, la dernière fois, dans la partie introductive du cours sur le digital marketing, on a vu les tranches d'âge sur les différents réseaux sociaux, d'accord? On a vu que Facebook, par exemple, prend la tranche d'âge la plus présente sur Facebook se situe entre 25 et jusqu'à 45 ans. OK? À partir de 45 ans, ça descend. Aussi, on a vu que Instagram, il y a beaucoup de jeunes là-bas. Donc, si tu veux toucher les jeunes, c'est Instagram. Tu vas pas aller faire de la publicité sur Twitter où il n'y a pas de jeunes là-bas. Par contre, si tu veux toucher des personnes responsables, des personnes, voilà, tu vas aller sur LinkedIn, mais tu vas aller sur Twitter ou d'autres types de réseaux sociaux sur d'autres types de réseaux sociaux qu'ils visitent. D'accord? Donc, on a déjà parlé de ça en long et en large. OK? Donc, une autre importance du buyer persona, c'est qui nous aide à développer de nouveaux produits ou services. Si vous savez ce que recherche votre persona, vous pouvez créer du contenu ciblé spécialement pour lui. Vous aurez ainsi exactement quel type de contenu vous devez créer pour attirer les bons visiteurs, les convertir en leads, conclure ces leads en clients et en faire d'eux des ambassadeurs. N'oubliez pas, lead, c'est prospect. Des prospects, d'accord? En apprenant à bien connaître vos personas marketing ou vos buyers persona, vous serez également en mesure de faire évoluer vos produits ou services en fonction de leurs attentes, d'accord? Voilà. Donc, et ça c'est clair. Ce que une personne a aimé aujourd'hui, il peut vouloir aimer autre chose demain. Donc, il faut que nos produits évoluent en fonction de nos buyers persona. Donc, quand on connaît nos buyers persona, ces clients idéaux là, on les connaît très bien. Donc, au fur et à mesure que évoluent leurs attentes, on peut aussi remodeler nos services, on peut aussi changer ce qu'il y a à changer pour répondre aux attentes de nos buyers persona. OK? Donc ça, c'est un exemple de buyer persona. Bon, je ne sais pas si vous m'arrivez à lire. Donc, on a le nom, on a l'âge, on a le métier, c'est un cadre. Elle est dans une agence, elle habite à Paris. Pour ça, j'ai pris ça sur un site web. Donc, on a le profil. Excusez. On a le profil. Elle est jeune, active. Elle habite la capitale, travaille dans une agence de marketing. D'accord?
Est très occupé la semaine, passionné par les nouvelles technologies. D'accord. Impliqué dans son travail, elle passe son temps libre entre lecture et activités sportives. Oh, super. Amoureuse de la vie parisienne, elle fait partie des jeunes, quoi là, bobos, au pouvoir d'achat non négligeable. Ça c'est un détail très, très, très intéressant. Ça veut dire qu'elle a un peu l'argent. C'est son argent qu'on veut. Mais qui n'ont ni le temps, ni l'envie de passer des heures dans des magasins de la capitale. Donc ça, c'est quelqu'un, non seulement elle a l'argent, mais elle n'a pas le temps d'aller en boutique. Donc elle va acheter beaucoup en ligne. Donc, vous voyez tous ces trucs-là, ces informations qu'on a. Donc on sait que elle travaille en ville, elle aime les nouvelles technologies, donc ça peut orienter les contenus de notre page. Elle aime la lecture, les activités sportives. Ça aussi, ça peut orienter les contenus de notre page. D'accord. Elle a un pouvoir d'achat pas négligeable. C'est-à-dire, elle a un peu de thune. Et elle n'a pas le temps pour aller en boutique. OK? Donc, son objectif, ne pas perdre le temps dans des magasins. Hyperactive sur le web. Elle aime les produits bio. En compétent. Donc, vous voyez, elle est très connectée sur LinkedIn, comme c'est une professionnelle, elle est très sur LinkedIn, Twitter et Facebook pour se divertir de temps en temps. OK? Donc, voilà un peu ce qu'on appelle un bailleur personnel. Et toutes ces informations-là, comment on est arrivé à avoir toutes ces informations? Oups. Il y a un slide qui s'est... Ça, c'est un autre. Pierre, fondateur de Starter, puis là, je crois, 29 ans, même 28 ans. Objectif, augmenter le nombre de visites sur son site, augmenter le nombre de demandes de contacts. Ok, vous pouvez lire ça. Donc ça, c'est pas une bonne plate. Je crois que... Ah, ok. J'ai oublié de changer le titre. Parce que j'ai utilisé la dernière présentation pour faire celui-là. J'ai oublié d'enlever le titre. Mais ce qui est en bas, c'est ce qui nous intéresse. Donc, définir un bailleur personnel nous permet de répondre à des questions comme quelles sont les caractéristiques socio-démographiques de mon client idéal. Au minimum, vous devez définir l'âge, le sexe, la situation familiale de cette personne mariée, célibataire, nombre d'enfants, son secteur d'activité, quel poste occupe-t-il, sa localisation, son salaire, estimation. Bon, ici en Afrique, les gens n'ont pas dit leur salaire. Donc ça, ce sont des données que vous n'aurez pas forcément en Afrique. Donc c'est des trucs qu'on va imaginer par rapport au train de vie de la personne, par rapport, euh, comment on appelle ça, à d'autres données, à son travail, à sa profession. Voilà, ce sont des... Sinon, ici, personne ne donne son salaire, on a peur des sorciers. Sinon, en Europe, aux États-Unis, bon, ça, ce sont des données qui sont faciles à avoir. Donc après, quels sont ces centres d'intérêt? Donc tout ça, comme j'avais dit plus haut, et c'est dans des sondages qu'il faut faire tout, c'est avoir toutes ces informations là, d'accord? Et
Déjà, en ce qui concerne l'âge, la situation familiale, tout ça, en faisant l'analyse de votre page Facebook, des abonnés de votre page Facebook, vous aurez à peu près euh, ces informations-là. D'accord? Maintenant, pour pousser plus, notre sondage va plus pousser sur les centres d'intérêt, les habitudes de la personne, ses objectifs, voilà, et le métier qu'il fait, quels sont ses objectifs dans son métier, l'entreprise qu'il a, quels sont les problèmes qu'il rencontre. Je dis n'importe quoi, peut-être que c'est un entrepreneur, et il ne sait pas, euh, il a des problèmes avec ses employés, la ressource humaine, il a des problèmes avec le marketing, il a des problèmes avec la gestion de son entreprise. Et toi, par contre, tu es sur les réseaux sociaux et les offres, le service que tu vends, c'est une offre aux entreprises, tu es dans du B2B. Donc, tu vois que ce sont en connaissant les problèmes que la personne rencontre dans elle, son entreprise, ça t'oriente dans le type de contenu que tu peux mettre sur ta page Facebook ou bien voilà, sur les réseaux sociaux, sur ta page, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, selon le profil de ton entreprise. Voilà. Donc, je peux mettre des articles, je peux créer des articles sur les ressources humaines parce que ça touche les entreprises. Je peux créer des articles sur la bonne gestion d'une entreprise, voilà, parce que ça touche les entreprises. Donc, quand mon buyer persona, dans ses balades sur Facebook, il tombe sur un article, mais en faisant une recherche, il tombe sur un article que j'ai écrit qui traite d'un des sujets qu'il a à cœur, ça va le diriger tout de suite sur ma page. Et quand il vient sur ma page, il reste là, il devient tout de suite un prospect parce qu'il va liker ma publication parce que ma publication lui a plu. Et parce qu'il a liké, il va découvrir mes services quand je vais les poster ou bien mes services que j'ai déjà postés sur ma page. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça marche. Donc, il faut beaucoup jouer sur les peurs, les challenges des personnes. Pourquoi? Parce que les gens aiment les conseils. Ils aiment les choses gratuites, les conseils gratuits. Ah, 3 étapes pour arriver à ça. Si tu es dans la beauté, tu es dans une entreprise, tu as un business de beauté, tu vends, je ne sais quoi, des perruques, des mèches, des boucles d'oreilles, des rouges à lèvres. Donc, tu es dans la beauté, tu aides les femmes à se faire belles, quel que soit ce que tu vends, tu aimes les femmes à se faire belles. Donc, pourquoi ne pas donner des conseils de beauté par exemple, des rouges à lèvres? Et quel type de rouge à lèvres mettre sur tel type d'habit? Les trois meilleures manières de mettre un fard à paupières. Bon, je connais pas trop les thèmes de trucs, mais ce sont des idées que je donne. Bien quand pour jouer sur la peur, euh, comment mettre un rouge à lèvres sans avoir l'air, je sais pas, vilaine, bien. En tout cas, jouer sur les peurs, c'est votre domaine. On suppose, si vous vendez quelque chose, on suppose que vous maîtrisez votre domaine, donc vous savez ce qui se dit dans votre domaine, vous savez, comment on appelle ça, les craintes de vos clients, les clients qui viennent souvent vers vous, les questions que ces clients-là vous posent. Il faut les enregistrer dans votre tête. C'est des contenus que vous pouvez créer plus tard sur votre page Facebook. OK? Donc, c'est un peu comme ça. OK. Donc, j'avais dit plus haut que j'allais expliquer quelque chose.
Le buyer persona est différent du marché cible. Voilà, ne faisons pas l'amalgame. En parlant de marché, le buyer persona est très différent. Avec le digital, les habitudes de consommation ont changé. Et selon Marketo, c'est un site web, 93% des achats commencent par une recherche sur les moteurs de recherche. 93% des achats commencent par une recherche. Cela veut dire que maintenant, les consommateurs veulent des offres adaptées à leurs besoins, d'où le fait que vous contentez d'identifier votre marché cible est insuffisant. On va voir tout de suite. Le buyer persona est une cible, mais une cible n'est pas un buyer persona. Ça, il faut bien le comprendre. Okay, c'est quoi, quand on parle de marché cible, on est en train de parler d'une niche, donc on se limite à la tranche d'âge. Bon, chez moi, ce sont les jeunes, 25, 35 ans, le genre, masculin, féminin, ils habitent Outé, salaire, bon, ici non, on n'en a pas salaire, la situation amoureuse, ils sont en couple. Donc, quand je fais un buyer persona comme ça, alors que je serais plutôt en train de faire un marché cible. Et là, c'est différent. C'est différent parce que c'est pas poussé. C'est pas poussé. L'audience est trop large. L'audience est trop large. Donc, je vais casser ça. Par exemple, si dans le genre, par exemple, c'est que ce sont des femmes. Est-ce que ce sont des femmes au foyer? Est-ce que ce sont des femmes qui ont des enfants de tel âge? Là, je suis en train de devenir plus précis. Là, je suis en train de rentrer dans le buyer persona. OK? Voilà. Elles sont mariées, elles sont en couple. Elles aiment le sport, elles n'aiment pas le sport. Je suis en train d'aller plus en détail. Là, je suis en train de créer mon buyer persona. Ok, ça c'est la dernière, c'est notre dernier slide. Donc, en gros, pour aujourd'hui, on a vu ce que c'est que le buyer persona. Quand vous aurez fini de visionner la vidéo, je vais mettre, comment on appelle ça? Vous me faites signe dans le chat ou dans le groupe Facebook. Là, je vais uploader un document qui vous montre les questions à poser pour un buyer persona et on va faire un exercice. Chacun va réfléchir au buyer persona au client idéal de son business. Et comme je l'ai dit, pour créer, c'est un sondage. Un sondage, ce sont des questions. Sûrement que vos clients vous ont déjà posé des questions. D'accord? Vos clients vous ont déjà posé des questions. Donc, quand vos clients viennent vous voir, même si vous n'êtes pas allé en détail en demandant est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils sont pas mariés, est-ce qu'ils font ci, est-ce qu'ils font pas ça, vous avez déjà eu une certaine impression de vos clients. Donc, avec toute cette expérience que vous avez, vous allez essayer de créer un buyer persona pour votre produit, pour votre service. Bon, si vous n'avez pas de service, si vous n'avez pas de produit, on va choisir quelque chose. Disons que je suis dans je suis un hôtel. Un hôtel, je vais dire 4 étoiles. 4 étoiles, j'ai des belles chambres climatisées, j'ai un beau service, je suis situé
dans la nature, un hôtel dans la nature. Voilà, les gens viennent là-bas pour se reposer, pour le tourisme, tout ça. Donc, essayez de trouver le bailleur persona idéal pour mon hôtel de 4 étoiles. Voilà. Ok, donc on se retrouve tout à l'heure dans le chat. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on a partagé ici. Et avant même de créer votre bailleur persona, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans le groupe Facebook. Ok, à tout à l'heure et à très bientôt.